Alors, je voulais présenter François Berriot. François Berriot est professeur d'université. Il a enseigné pendant de longues années la littérature médiévale. Et puis, depuis 10 ans, il s'est passionné pour Jean Moulin. Et il a publié notamment un livre absolument remarquable qui s'appelle Autour de Jean Moulin. Où il relate un certain nombre il publie un certain nombre de documents et d'interviews parfois, ou d'extraits de correspondance qu'on ne trouvait nulle part ailleurs, à vrai dire. Enfin, moi que j'avais trouvé nulle part ailleurs. Et moi, j'ai entendu parler la première fois de François Berriot par Michel André Théobald. Michel Théobald, qui est aujourd'hui, qui a été pensionnaire à la Comédie Française, c'est une actrice, une metteur en scène, sous le nom de Michel André, mais son nom de femme mariée, c'est Michel Théobald, parce qu'elle est donc depuis 2 ans la veuve de Jean-Louis Théobald. Jean-Louis Théobald était un jeune homme qui, à 19 ans, a rencontré Jean Moulin à Lyon, et Jean Moulin lui a demandé d'être son agent de liaison exclusif entre lui et le général de Lestrin qui dirigeait l'armée secrète. Donc, si vous voulez, quand Michel Théobald a appris, parce qu'elle me connaissait, elle avait vu plusieurs pièces de moi, que je travaillais à une pièce sur Jean Moulin, elle m'a dit c'est formidable et il faut absolument que tu rencontres... c'est dommage que tu n'aies pas connu mon mari, parce qu'il t'aurait beaucoup apprécié, me dit-elle, mais je voudrais absolument que tu rencontres François Berriot. Et donc, elle m'a mis entre les mains, si j'ose dire, de François, qui a été un peu, dans mes recherches, mon sésame, puisqu'il m'a permis de rencontrer un certain nombre de personnes. Aujourd'hui, on les compte sur les doigts d'une main, qui sont encore en vie et qui ont connu Jean Moulin. Voilà. Alors ça, c'est assez extraordinaire, et notamment la cousine de Jean Moulin, Suzanne Escoffier, qui n'est pas là ce soir, mais il y a son neveu. Et Suzanne, la dernière fois, je crois qu'elle a vu Jean Moulin, c'est quand il est venu à sa communion solennelle. Elle avait 12 ans et elle a beaucoup de souvenirs du cousin Jean. Donc, pour commencer, on va aborder les différents aspects parce que ce qui m'a frappé depuis qu'on joue la pièce, puisqu'on a créé la pièce en fait il y a 1 an maintenant, en festival, d'abord à Angers et ensuite à Carcassonne, avec chaque fois d'ailleurs de très bons retours, de très bonnes critiques, et dans Ouest France notamment, dans le Figaro. Et puis là, on la joue depuis une semaine. On a repris la pièce le 4 mai à Saint-Cloud, en présence d'ailleurs de l'adjointe à la culture qui est Madame de Larminat, qui elle-même est la descendante du général de Larminat, qui était... c'est avec, à un moment donné, Jean Moulin a failli passer en Angleterre en se faisant passer pour le mari de Madame de Larminat, d'ailleurs. Et puis ensuite, on l'a joué à Coulommiers la semaine dernière. Et là, on la joue à Montpellier. Je suis très heureux, évidemment, qu'on la joue à Montpellier, parce que l'idée, c'est que cette pièce se joue dans toutes les villes où Jean Moulin a séjourné, a vécu, y compris, j'espère, demain à Lisbonne, au Portugal et à Londres. Donc, je voudrais dire que ce qui a le plus frappé les spectateurs, beaucoup de spectateurs, et notamment de jeunes spectateurs, qui ne sont pas très au courant peut-être de l'histoire, me direz-vous, mais ce qui a le plus interloqué les gens, c'est à quel point ils connaissaient peu Jean Moulin. C'est-à-dire que Jean Moulin est un des noms les plus donnés, je crois, en France, à des rues, à des avenues, à des lycées, à des établissements sportifs ou d'enseignement, des hôpitaux. Mais finalement, c'est un peu une connaissance théorique, c'est-à-dire qu'on connaît Jean Moulin, on sait de lui que c'était un héros de la résistance, qu'il n'a pas parlé sous la torture, et puis c'est tout. C'est-à-dire les gens n'ont aucune idée de qui était l'homme Moulin. Un peu comme si la panthéonisation de 1964 et le discours de Malraux, qui est évidemment un des plus beaux moments d'éloquence française, avait
fait retomber une chape de plomb sur l'homme Moulin. Alors voilà, moi j'ai essayé, si vous voulez, dans cette pièce, de rendre la statue vivante, avec ces zones d'ombre ou de lumière, évidemment, mais voilà, enfin, des aspects plus vibrants de Moulin, que j'ai retrouvé d'ailleurs, évidemment, et d'abord en premier lieu dans le livre de Laure Moulin sur son frère. Et puis aussi, l'autre aspect qui surprend les gens, c'est que la plupart des spectateurs, apparemment, n'avaient pas idée qu'il y avait un si fort rapport entre De Gaulle et Moulin. C'est-à-dire que les Français mettent De Gaulle dans une case, on dirait Moulin dans une autre, et ils ne se rendent pas compte à quel point les liens entre eux ont été... c'est de l'alliance de cet homme, entre guillemets, de gauche, qui était Jean Moulin, et de cet homme de droite, entre guillemets, qui était le général de Gaulle, de ce pas qu'a fait Moulin vers De Gaulle pour sauver l'honneur de la France. Voilà. Donc je voudrais, avant de donner la parole à François sur Moulin, vous lire la page qu'a consacrée le général de Gaulle dans les Mémoires de guerre, dans le premier volume qui s'appelle L'Appel, sur sa rencontre avec Jean Moulin. Au mois d'octobre 1941, j'appris la présence à Lisbonne de Jean Moulin, arrivé de France et qui cherchait à venir à Londres. Je savais qui il était. Je savais, en particulier, que préfet d'Eure-et-Loir lors de l'entrée des Allemands à Chartres, il s'était montré exemplaire de fermeté et de dignité, que l'ennemi, après l'avoir malmené, blessé, mis en prison, l'avait finalement libéré avec ses excuses et ses salutations, que Vichy, l'ayant remplacé dans son poste, le tenait depuis à l'écart. Je savais qu'il voulait servir. Je demandai donc au service britannique que cet homme de qualité fût dirigé sur l'Angleterre. Il me fallut attendre 2 mois pour avoir satisfaction. L'intelligence, en effet, s'efforçait de s'attacher Moulin, mais lui, inversement, réclamait de m'être envoyé. Grâce à une lettre pressante adressée à M. Eden, j'obtins que le loyal voyageur parvint à sa destination. J'aurais ensuite autant de peine à assurer son retour en France. Cet homme, jeune encore, mais dont la carrière avait déjà formé l'expérience, était pétri de la même pâte que les meilleurs de mes compagnons. Rempli jusqu'au bord de l'âme de la passion de la France, convaincu que le gaullisme devait être non seulement l'instrument du combat, mais encore le moteur de toute une rénovation, pénétré du sentiment que l'État s'incorporait à la France libre, il aspirait aux grandes entreprises. Mais aussi, plein de jugement, voyant choses et gens comme ils étaient, c'est à pas compter qu'il marcherait sur une route minée par les pièges des adversaires et encombrée des obstacles élevés par les amis. Homme de foi et de calcul, ne doutant de rien et se défiant de tout, apôtre en même temps que ministre, Moulin devait, en 18 mois, accomplir une tâche capitale, la résistance dans la métropole, où ne se dessinait encore qu'une unité symbolique, il allait l'amener à l'unité pratique. Ensuite, trahi, fait prisonnier, affreusement torturé par un ennemi sans honneur, Jean Moulin mourrait pour la France, comme tant de bons soldats qui, sous le soleil ou dans l'ombre, sacrifièrent un long soir vide pour mieux remplir leur matin. Nous avions convenu qu'il agirait d'abord sur les mouvements de la zone sud pour les déterminer à former, sous sa présidence, un organisme commun qui serait directement lié au comité national, affirmerait l'union, donnerait des mots d'ordre et réglerait les litiges internes. Cela fait, il aborderait la zone nord et tâcherait d'instituer pour l'ensemble du territoire un conseil de toute la résistance rattaché à la France combattante. Mais dès lors qu'il s'agissait de coiffer par un seul organisme tout ce qui, dans la métropole, participait à la lutte, 2 questions étaient posées, celle des partis politiques et celle des forces militaires de l'intérieur. Donc on va revenir sur cette question des partis politiques et des forces militaires de l'intérieur, mais d'ores et déjà, je voudrais donc demander à François qu'est-ce qu'il pense qu'est ce Jean Moulin
quand il se présente ce jour de la Saint-Crespin, Saint Crispin's Day, le 25 octobre 1941, donc au QG de la France libre, à Carlton Gardens, devant le général de Gaulle. Merci. Bon, je remercie Jean-Marie d'avoir pensé à m'inviter. Je remercie la bibliothèque et ses conservateurs de nous recevoir. Je remercie la famille de Jean Moulin d'être présente, la famille d'un grand compagnon de Jean Moulin aussi, Kim, Paul Schmitt, la famille du philosophe Pierre Kant, qui a été responsable de la résistance à Clermont-Ferrand et auquel Jean Moulin a adressé une de ses toutes dernières lettres. La dernière lettre, elle est pour la famille, et l'avant-dernière lettre, elle est pour le général de Gaulle. Les liens sont effectivement très forts entre ces deux hommes. Mais je voudrais d'abord essayer de tracer un portrait de Jean Moulin, même si c'est difficile, parce que, vous savez, le résistant, ça représente 18 mois d'une vie. Il est mandaté, il est parachuté par de Gaulle comme son représentant en zone libre, en zone non occupée, pardon, en zone sud, le 2 janvier 1942. Et il est arrêté le 21 juin 1943 et il est torturé à partir du 25 et à partir de ce moment-là, c'est fini. Donc ça dure 18 mois. 18 mois sur une vie de 44 ans. Alors je voudrais vous parler de cette vie, de ce personnage qui doit beaucoup à son père. Vous savez que son père était vice-président du Conseil général de Montpellier, adjoint au maire de Béziers, professeur de lettres, radical, franc-maçon, homme qui s'était beaucoup impliqué au moment de l'affaire Dreyfus, dont l'action d'élu a porté sur l'éducation populaire, sur l'action sociale, sur la défense de l'école laïque. C'était tout nouveau à l'époque. Et puis également, c'est une chose qu'il faut savoir, sur l'aménagement du Bas-Rhône. Il s'intéressait à l'aménagement du territoire. Et également un journaliste. Il écrivait sous le pseudo de Démo, Le Peuple, dans le journal de Béziers. Et je citerai un article. Je n'ai jamais lu un article aussi violemment anticolonialiste, dénonçant avec une telle violence le colonialisme que l'article du père de Jean Moulin a écrit en 1905. Il y avait eu un scandale dans une de nos colonies d'Afrique noire où de jeunes administrateurs, le dimanche matin, ivres, s'étaient amusés à faire des cartons sur les indigènes. Et il y a un article d'une dureté pour cet homme qui croyait à la mission civilisatrice de la France, un article qui est étonnant. Donc, cet homme, Antonin Moulin, a façonné son père, son fils, et puis ensuite son fils s'est détaché de lui à peu près vers l'âge de 25 ans, quand il a été sous-préfet. À partir de ce moment-là, il y a une émancipation. Le père est radical de gauche, mais ça ne va quand même pas très très loin. Le fils ne va pas beaucoup plus loin non plus, on va le voir. Mais il y a des divergences de stratégie électorale, notamment au moment du cartel des gauches. Alors, le garçon lui-même, qu'est-ce qu'il y a à en retenir ? Il se trouve que j'ai eu la chance, et c'est pour ça que j'insiste, parce que ce sont des documents qui ne sont absolument pas connus et qu'on va publier à la fin de l'année. Grâce à la famille, grâce à Daniel Cordier, grâce à Madame Kahn, grâce à Dominique Schmitt qui veut bien relire et trouver les pseudonymes, mais ce n'est pas évident. On va publier 800 pages de documents inédits ou d'écrits de Jean Moulin. Alors, par exemple, en ce qui concerne le lycéen, de ses études de lycéen, Jean Moulin s'est intéressé au dessin et il faisait des caricatures. Le reste ne l'intéressait pas. Il a gardé 2 cours, un cours d'hygiène, parce que c'est un esprit pratique, et un cours de philosophie. Et dans le cours de philosophie, il n'a pas gardé la morale
ni la métaphysique. Il a gardé le cours de philosophie expérimentale. Il s'intéresse beaucoup à la psychologie expérimentale, à l'inconscient, à la mémoire, et également, et c'est important pour le reste de sa vie, à la philosophie cartésienne, parce qu'elle enseigne à discipliner son esprit, à discipliner ses passions. Et on ne peut pas dire que c'est un très bon élève quand même. Enfin, il se met au travail en terminale. En terminale. Il a le bac sans mention, mais le bac de 1917, ce n'était pas le bac d'aujourd'hui. Bon, mais à ce moment-là, il s'engage. Il se fait un mémento de philosophie qu'on a retrouvé, qui a une 60aine de pages, qu'il a entièrement rédigé. Quel élève de philosophie ferait ça aujourd'hui? Et il y a là, je vous dis, des traits importants pour la suite de sa vie. Je vous dis, là, se discipliner, l'exercice de la volonté. C'est un homme qui est un homme du Midi. Dès qu'il est sous-préfet, il corrige son accent du Midi. Et je lisais tout à l'heure un rapport de Thierry Mieg, qui est le chef du contre-espionnage du BCRA, des services français de Londres. Il reçoit Moulin à différentes reprises dans son bureau, il ouvre des dossiers de contre-espionnage, et il dit c'était étonnant la capacité d'assimilation qu'il avait, et la personne qui l'interviewe lui dit alors quelle impression vous gardez? Une impression de vie intense, une capacité de concentration, de dominer l'intelligence. Et ça a commencé là. Alors ensuite, il est étudiant en droit et il passe sa licence tout en étant attaché du cabinet du préfet de l'Hérault, là à côté. Il passe sa licence sans mention, mais il la passe. Et de tous les cours, il a gardé un cours, c'est le cours de législation industrielle, le cours de droit du travail. Et ce cours de droit du travail est passionnant parce qu'il montre l'intérêt, la passion de Moulin pour l'idée d'un État arbitre entre les classes sociales, pour le syndicalisme, pour la mutualité, pour les coopératives de crédit, de consommation, de production. Et en même temps, une grande réserve vis-à-vis du marxisme. D'abord, le marxisme, il n'aime pas trop, on est en 1922, parce que c'est l'Allemagne. Et on sort de la guerre de 14, et c'est un patriote. Mais il n'adhère pas du tout à un syndicalisme de lutte de classe. Et il critique la CGT-U, la CGT marxiste de l'époque, en disant non, au contraire, il faut chercher, et c'est là qu'on retrouve le père de Gaulle, il faut chercher des accords entre le capital et le travail. Et vous voyez l'association capital-travail, les idées du général au lendemain de la guerre. Et il sort, on va dire, pardon, à cette époque-là, enfin, à l'époque où il est étudiant en droit, 22, ça date de 22. Il obtient ce petit travail à la préfecture, oui, grâce aux relations de son père. Évidemment. Oui. Enfin, au départ. Le père est franc-maçon et vice-président du Conseil général, et le père a casé son fils. Et il a fait sa carrière jusqu'à la sous-préfecture. Après, c'est son œuvre à lui. Et il est devenu le plus jeune préfet de France. Oui. Bon. Alors, ça c'est très important de voir cette conception de l'État. L'État, il est là pour protéger le faible. La loi, c'est la loi qui libère l'ouvrier. Et il insiste beaucoup là-dessus. Et quand il sera préfet, quand il y aura une grève, il réunira d'abord les employeurs, puis les syndicats. Il dira aux employeurs, attention, moi je vous envoie des gendarmes à cheval pour maintenir l'ordre, mais jusqu'à un certain point. Après, je ne peux pas le maintenir. Et il dit aux ouvriers, aujourd'hui, vous allez obtenir des augmentations de salaire, vous allez obtenir la réintégration de vos délégués qui ont été injustement licenciés, mais vous ne faites pas la révolution. Il ne faut pas y compter, ce n'est pas pour aujourd'hui. Et ensuite, il les réunit et le conflit est résolu. Et c'est toute sa carrière. Mais il commence par envoyer les gendarmes à cheval, le maintien de l'ordre. C'est un préfet. Il ne faut pas l'oublier, c'est un préfet.
Et alors, il y a quand même une rencontre décisive, c'est celle de Pierre Cotte, qui va changer. Alors, oui. Je vais en venir. Ensuite, il entre dans la préfectorale. Alors, il gravit tous les échelons. Et dans la préfectorale, qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend le droit, il apprend l'administration, il apprend la pratique politique locale et régionale. Mais il apprend également l'économie. Dans des départements ruraux, c'est l'agriculture. Dans un département industriel comme la Somme, c'est les conflits sociaux, et c'est là où il se passe le conflit dont je vous rendais compte. Et puis, il va rencontrer des hommes politiques qui vont devenir ses amis et ses patrons. Le premier qu'il rencontre, c'est Pierre Cotte. Alors, Pierre Cotte a fini sous l'aile du Parti communiste, a été élu à la fin avec les voix du Parti communiste. Il a débuté plutôt comme chrétien traditionnaliste, et il s'est présenté dans l'Isère à un siège de député, disons centre-droit, démocrate chrétien. Mais dans l'Isère, on avait tout ce qu'il fallait en matière de démocrate chrétien. Alors il est allé en Savoie et s'est présenté comme radical. Et il a été élu. Bon, il a été élu, et il a été élu sur une liste de gauche, et puis il est devenu ensuite ministre de l'Air au moment du Front populaire. Et à ce moment-là, alors la carrière de Moulin préfet, ça dure 18 ans. Et puis pendant 18 mois à 2 ans, il est dans des cabinets ministériels. Alors, préfet de Moulin, préfet, tu veux dire 18 mois, tu veux dire? Pendant 18 ans, il est dans la préfectorale. Ah, dans la préfectorale. Et puis périodiquement, il est détaché comme chef de cabinet de Pierre Cotte. Mais quand il y a à choisir entre... Si tu l'approches, il marche. Bon, quand il y a à choisir entre la carrière de préfet et les cabinets, il choisit toujours la carrière de préfet. Alors, c'est d'autant plus remarquable que Moulin ne voulait pas entrer à la préfectorale. Il voulait, j'y reviendrai tout à l'heure, il voulait être artiste. Et il a beaucoup de talent. Et il a été galeriste. Et il a eu une collection prodigieuse. Bon, mais il n'empêche que rentré là, le service de l'État l'a pris. Ce qui intéresse Moulin à un certain moment, à partir d'une certaine époque, il continue d'aimer la peinture, il continue d'aimer les femmes, il continue d'aimer les voitures de sport. Mais ce qui l'intéresse, c'est le service de l'État. Il y a le culte de l'État. Et là, on retrouve le général de Gaulle. On comprend pourquoi ces hommes étaient capables de s'entendre. Alors, comme chef de cabinet, il va avoir à traiter, il va faire une initiation d'homme d'État. D'abord, Cotte, à un moment donné, est aux relations extérieures. Il va donc étudier les questions des relations extérieures. Il est au commerce, il va étudier le commerce. Et puis, quand Cotte est ministre de l'Air, ils arrivent, c'est 1936, il y a les grèves. Et il y a les grèves dans la construction aéronautique. Et il va régler cette question. Ensuite, Moulin va devoir être chargé, à la demande de Cotte, d'organiser une armée de l'air. Et il prend connaissance, de façon très précise, des problèmes de la défense nationale. Organiser également des clubs d'aéronautique pour les jeunes. Et il va s'intéresser aux problèmes de la jeunesse. Et puis, vous savez qu'à partir de juillet 1936, il y a la tentative de coup d'État qui aboutit en 1939 de Franco. Or, les démocraties et Blum, comme les Anglais avec lesquels nous avons un pacte, décident de ne pas intervenir alors que nous avions un traité d'alliance avec l'Espagne républicaine qui datait de plusieurs années. Or, la France n'intervient pas parce qu'elle ne veut pas donner à l'Allemagne et à l'Italie l'occasion, le prétexte de déclencher une guerre mondiale. Alors, avec l'accord de Léon Blum, un certain nombre de ministres organisent l'aide à l'Espagne républicaine. Et en particulier, le ministère de l'Air va fournir des avions de tourisme très performants
va les vendre au Mexique, ils resteront en France, à Toulouse, on les transformera en avions de chasse ou en avions de reconnaissance, et ensuite, ils partiront vers l'Espagne en pièces détachées, en train. Et c'est Moulin qui s'occupe de ça. Et Moulin s'implique là dans une sorte d'action officieuse et un peu clandestine. Il le fait avec un certain nombre de ministres, Mandel, qui sera fusillé par la milice, il le fait bien sûr avec son ministre et avec le futur président de la République, Vincent Auriol. Il faut le dire, il faut rendre hommage de temps en temps à nos hommes politiques, ce n'est pas si souvent que ça qu'on peut le faire. Donc, à ce moment-là, Moulin s'engage dans la lutte antifasciste. Et là, on retrouve De Gaulle. Parce qu'il a un ami qui est médecin dans la Somme, qui sera par la suite un très grand résistant et qui sera déporté. Il a un ami, le docteur Mans, qui est un homme de droite, et qui lui dit « Bon, Jean, je ne comprends pas pourquoi vous faites cela. Pourquoi vous aidez la République espagnole ? Comme si on n'avait pas déjà assez de choses à faire chez nous. » Et Moulin lui dit « Si la démocratie, la République espagnole est vaincue, ce sera toutes les démocraties qui seront vaincues. Et nous aurons Hitler qui gagnera la guerre en Europe. » Et au même moment, De Gaulle prépare un article pour la Jeune République, qui est une revue progressiste, dans lequel il reprend le même argument, mais il dit en plus, si l'Espagne devient fasciste, notre empire sera coupé en deux. Parce qu'il y a le Maroc, il y a toute l'Afrique du Nord. Alors, on aura à l'est le nazisme, au sud-est, on aura l'Italie mussolinienne, et puis on aura Franco au sud. Et là encore, on voit la rencontre. Or, pourtant, De Gaulle, ce n'est pas le Front populaire. On est en 1936. Mais vous voyez les points de rencontre. Et c'est pour ça que la rencontre de Londres ne sera pas tellement étonnante. Bon, alors, je voudrais cette question de la préfecture, avant de venir à quelques autres aspects de l'homme dont il faut parler, je voudrais parler de Moulin préfet. J'espère qu'il n'y a pas de gens de la préfectorale. De temps en temps, on est invité par des préfets à parler de Moulin, et on en avait rencontré un homme bien sympathique. Et moi, j'avais été étonné de rencontrer un préfet sympathique. Et les préfets, c'est quand même des courroies de transmission. C'est les hommes du pouvoir. Alors moi, je veux bien la loi qui défend l'État, l'État qui défend les faibles. Ça n'a pas toujours été le cas. Je suis assez vieux pour me souvenir des préfets ou des intendants de police de la guerre et d'une autre période ensuite. Et je ne nommerai pas l'ancien secrétaire général de la ville de Bordeaux. Bon, alors, il y a un aspect un peu court dans Moulin, je m'excuse de vous le dire. Je vais vous donner un exemple. Moulin, en 1937, fait dans l'Aveyron un discours d'hommage à un académicien qui vient de mourir, qui s'appelle Pierre de Nolhac. Et ce discours est magnifique, et il explique, Pierre de Nolhac, c'est un spécialiste de la pensée antique, de la pensée de la Renaissance et de la pensée du XVIIIe, la pensée des Lumières. Et très habilement, il dit, à partir du moment où il y a eu le christianisme, alors j'ouvre une parenthèse, Moulin est agnostique. Là, lui, c'est un artiste, c'est un créateur, il a fait Jean Moulin Évangile, il aurait pu faire Jean-Michel Évangile, c'est une très belle pièce, mais ce n'est pas le personnage historique. Et il le sait lui-même beaucoup mieux que moi, puisqu'il l'a écrit. Moulin est agnostique, et alors, dans ce très beau discours, à propos de Pierre de Nolhac, il dit « Après la venue du christianisme dans l'Occident, il y a eu deux grands moments de marche en avant. Le premier, c'est le XIVe, XVIe siècle, la Renaissance. Le deuxième, c'est le XVIIIe. Et ça a été une marche en avant pour la libération de l'esprit, mais pour le progrès de la condition humaine. J'insiste également, le progrès de la condition humaine. Et il dit, dans les deux cas, on s'est appuyé sur la pensée antique. Il faut revenir à la pensée antique. Le catéchisme de Moulin, ce n'est pas l'Évangile,
C'est Platon, c'est Aristote, c'est Épicure, et en particulier Épicure. Bon, c'est clair. Eh bien, il trouve le moyen de terminer ce discours magnifique en citant Édouard Herriot. C'est le préfet. C'est le préfet. Alors, il y a des moments où on est quand même stupéfait. En 1939, quand éclate la guerre, et ça c'est le grand bonhomme, eh bien, il écrit à 9 reprises à son ministre pour dire « Je refuse une affectation spéciale », c'est-à-dire d'être maintenu en poste. Je veux rejoindre une unité de combat en commençant par un stage de sergent mitrailleur dans l'aviation, c'est-à-dire un poste extrêmement exposé. Et il quitte sa préfecture et il va en caserne. Et puis, on le rattrape. Bon. Eh bien, au même moment, vous savez qu'il y a le fameux pacte germano-soviétique. Au même moment, Moulin, et c'est pour ça qu'il faut le dire, Moulin fait arrêter les communistes et il y en a qui resteront en prison et qui seront déportés. Donc, si vous voulez, Moulin, c'est un préfet, c'est un exécutant. Alors, il y a un moment où il est héroïque. C'est à partir du 15 juin. Le 15 juin, il n'y a plus d'État. Le 15 juin 40, il n'y a plus d'État. Il n'a plus de téléphone avec Paris. Il n'a plus aucune instruction. Vous savez ce qui se passe le 17 juin quand il se tailla de la gorge. Il se tailla de la gorge pour ne pas signer un texte déshonorant pour l'armée française, en l'occurrence les tirailleurs sénégalais. Il est bon de le souligner. C'est le 17 juin, et le 19 au matin, il est à nouveau dans sa préfecture, dans la conciergerie. Il ne peut même plus manger, il ne peut plus parler, mais il est dans la conciergerie et se fait porter dans son bureau pour que le bureau du préfet, le bureau de la République, les Allemands ne s'y installent pas. Et pendant un mois, il n'y a plus d'État et il faut réinventer l'État. Il y a 800 morts à enterrer, il y a des blessés, il y a un médecin qui est resté à Chartres, c'est un dentiste, le docteur Foubert. Il y a une religieuse qui raconte dans ses souvenirs « J'ai vu un homme en bras de chemise qui poussait une charrette à bras. Je me suis approché, c'était du pain, il distribuait du pain. Et je lui ai dit « Mais qui êtes-vous ? Je suis le préfet. » Pendant un mois, il réinvente l'État. Il n'y a plus d'argent. Avec le président du Conseil général et le président de la Chambre de commerce, ils font une monnaie locale. C'est extraordinaire, cette capacité d'invention, le contraire de ce qu'est l'administration française, de l'exemple qu'elle nous donne. Et puis, il y a un ministre, et Moulin, et le préfet de Vichy. Il va l'être jusqu'au 17 novembre. Alors, comment fait-il ? D'abord, il protège la population contre les Allemands, c'est-à-dire le meurtre, c'est-à-dire le viol d'enfants devant leurs parents, c'est-à-dire les vols systématiques. Et grâce à Dieu, enfin pas à Dieu, pour Moulin il n'y a pas de Dieu, mais heureusement il a en face de lui le chef de la commandanture de Chartres, c'est un vieux soldat prussien, honnête, c'est pas un nazi. Et ils s'entendent. Et cet homme va aider Moulin à protéger la population. Et quand il part, il donne une photo de lui en civil avec son chien à Moulin. Et il lui rend hommage. Alors il protège la population. Il fait rouvrir les boulangeries, il fait rouvrir les minoteries, il fait venir du sucre de son collègue à côté, il se débrouille. Mais viennent les persécutions des francs-maçons. Alors il tarde à envoyer les circulaires et il laisse faire les chefs de service. Et les chefs de service, pour la plupart, ne se mouillent pas et couvrent leurs subordonnés.
Mais ça devient beaucoup plus corsé en ce qui concerne les Juifs, parce qu'il y a des dénonciations. Et Moulin appuie systématiquement toutes les dérogations qui lui sont demandées en faveur des Juifs. Il faut insister là-dessus, il faut le savoir. Les archives en font foi et nous allons les publier. Et puis il y a les communistes. Or Moulin, qui les avait poursuivis, qui avait fait saisir l'humanité, qui les avait fait mettre en prison, à partir du moment où Vichy dit « il n'y a plus d'activité communiste dans mon département ». Donc, il n'arrête personne. Malheureusement, il ne peut pas empêcher la gendarmerie de son côté, qui lui échappe, de le faire. Alors, à Vichy, il y a des gens qui le défendent. Il paraît que le maréchal aurait dit « celui-là, il a été courageux, on le garde ». C'est une chose absolument certaine. Pétain avait dit ça. Et ils avaient envisagé de le nommer directeur de la Sûreté. Et puis on avait dit, le ministre avait dit, oui, mais ancien préfet du Front populaire, c'est pas possible. Il y a un rôle très, très sûr que joue Antoinette Saxe dans ce poste-là, dans l'obtention de ce poste, puisque Antoinette Saxe était très amie, un peu plus, je crois, avec Charlie Paumaret, qui était le ministre de l'Intérieur de l'époque, pendant un mois. Ça n'a duré qu'un mois, mais elle avait suggéré à Charlie Paumaret de prendre Jean Moulin comme directeur de cabinet. Voilà. Et à un moment donné, il a été question de directeur de la Sûreté. Mais il y a des choses que Moulin ne peut pas admettre. Vous savez qu'en 1870, lorsque disparaît la République, on avait pensé la reconstituer avec les députés qui étaient disponibles et avec les conseils généraux. Et en 1875, on a fait voter une loi, la loi Le Tréveneur, disant qu'en cas d'impossibilité à l'Assemblée nationale de siéger, les conseillers généraux enverraient des délégués et qu'ils représenteraient l'égalité républicaine. Or, on est dans ce cas. L'Assemblée nationale s'est sabordée le 10 juillet. Il n'y a plus d'Assemblée nationale. Et il y a des conseils généraux. Et Pétain, en septembre-octobre, supprime les conseils généraux. Et ça, pour Moulin, c'est une chose qu'il ne peut plus admettre. Et alors, il pousse l'insolence. On lui demande, mais voyons, le conseiller général de Châteaudun, il est membre du conseil d'administration de l'hôpital. Est-ce qu'il doit rester au conseil d'administration? Et Moulin répond, mais on ne vous a pas dit qu'il n'était plus membre du conseil d'administration. Et il pousse l'insolence, alors que le préfet de Dreux, le sous-préfet de Dreux, a disparu, est parti, et s'est fait nommer secrétaire général à Toulouse. Le sous-préfet de Dreux est parti, et Moulin, en tant que préfet, a le droit de nommer, lui, une personnalité, et qui nomme Maurice Violette, président du Conseil général, SFIO. Alors là, c'est plus possible. Et donc, il le congédie. Mais avant de partir, il se fait une carte d'identité au nom de Joseph Mercier, professeur de droit administratif aux États-Unis. Joseph Mercier. Joseph, parce que c'était son frère aîné qui était mort. Mercier, parce que c'était un personnage de roman qu'avec Antonin Mance, le docteur Mance, ils avaient aimé, et professeur de droit administratif aux États-Unis, qui a été mobilisé en France, qui est démobilisé, qui doit repartir. Voilà. Alors, si vous voulez, il y a le préfet un peu court, et puis il y a par moments l'homme d'une imagination, d'une créativité, et puis d'un courage que vous connaissez tous. Alors, avant de passer au... Je voudrais terminer le portrait de Moulin. Alors, en même temps, cet homme qui est un préfet arriviste, comme le sont évidemment tous les administrateurs français. Je suis en retraite depuis longtemps, mais je l'ai été comme tout le monde. Sinon, je n'aurais pas rencontré Jean-Marie Besset. Et je ne vous aurais pas rencontré. Il est arriviste, mais en même temps, c'est un type qui pense qu'à ses vacances, comme préfet. Vacances au ski, chaque année, 2 fois par an. Séjour à Saint-Tropez sur le yacht
des Châtains, théâtre d'Antique d'Orange depuis Saint-Andéol. Quand il est à Amiens, il va se promener au Touquet. Il ne savait pas encore que c'était une ville historique. Quand il est en Bretagne, il va à la pêche, la nuit, en fraude, avec les maires des patelins à côté. Il pense qu'à la vie. C'est un sportif, il fait tout. On a un Premier ministre qui fait de la boxe, lui il emmène Antoinette à la boxe, il fait du tennis, voiture de sport, du yachting, et puis par-dessous tout, le ski. Il dit que c'est le roi des sports. Là, il y a certainement une psychanalyse à faire. Bon, il aime beaucoup le sport et il aime beaucoup l'art depuis son enfance. Et il dessine, il fait des caricatures, et ces caricatures, il les publie dans des revues satiriques qui se trouvent, comme par hasard, être d'ailleurs des revues de droite, sinon d'extrême droite. Par exemple, Le Rire et Gringoire. Il n'a pas de carte de parti politique, mais il a une carte du syndicat des dessinateurs satiriques. Et puis, à côté de ça, il a beaucoup de talent pour ça. Il a vraiment le coup de crayon, il a le sens de l'humour, il a l'insolence. Alors, c'est un peu xénophobe de temps en temps. Bon, c'est comme ça, hein, et il s'adresse à un certain public. À côté de ça, il y a des gouaches et des aquarelles, bon, qui sont plus laborieuses, mais il y a des dessins qu'il a fait graver, des gravures, et là, il y a beaucoup de talent. Mais c'est à la fois onirique et réaliste. Et c'est noir. C'est noir. Au point qu'il y a un dessin où il représente une fosse commune de la guerre de 1870. Et tous ceux qui l'ont vu disent « mais c'est pas possible, c'est le camp de la mort ». Oh, ça a été fait en 1935. C'est noir. Il y a dans Jean Moulin un aspect solaire, mais il y a aussi une sorte de souffrance et une sorte de pessimisme. C'est cet aspect qui apparaît. Alors, est-ce que je peux juste revenir sur deux aspects que tu viens d'évoquer au cours de cette présentation. D'une part, sur l'argent, et d'autre part, sur les avions républicains espagnols. Tu dis artiste, mais finalement, il a été happé par la vie dans la préfectorale. Je pense quand même qu'il y a, ce que tu viens de dire d'ailleurs, un rapport à l'argent chez Moulin, qui est pas toujours sympathique. Pierre Péan me faisait observer. Non, mais bon, non, voilà, attends. pour être un peu iconoclaste. Non, les gens qui aiment l'argent, et nous sommes bien placés en 2017 pour le savoir, ils en ont. Et Jean Moulin, il n'en a jamais. Oui. Enfin, alors, il le dépense. Il en a quand même un peu, puisqu'il s'achète des habits. Il est toujours le mieux habillé des groupes dans les... Oui, mais il emprunte à son père jusqu'à l'âge de 35 ans et à sa sœur, et vous le savez très bien. Bon. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a... Il aime ce que donne l'argent. Oui, mais enfin, la différence entre artiste et préfet, c'est que préfet, tu as quand même, sous-préfet ou chef de cabinet du préfet ou n'importe quoi, tu as quand même des émoluments, tu as quand même des revenus réguliers, alors que quand tu es artiste, c'est pas sûr du tout que tu aies des revenus réguliers. Non, donc, alors je t'interromps, il a commencé d'avoir de l'argent quand il est devenu préfet, c'est-à-dire à l'âge de 36-37 ans. Voilà. Et puis, les émoluments des cabinets ministériels, parce que là, on était large et on ne comptait pas. Voilà. Mais l'argent, il n'en a pas. Il n'en a jamais. Mais tout le monde ne va pas au ski. Enfin, tout le monde ne roule pas cabriolet sport, et tout le monde n'achète pas des toiles de maître. Non, mais dans ces années-là, en plus, dans ces années-là, quel est le pourcentage de Français qui va au ski, aux vacances de ski en hiver dans les Alpes et qui va à Saint-Tropez en été sur un yacht. Oui, mais le yacht, c'est les châtains qui le reçoivent. Non, mais d'accord, mais enfin, je veux dire par là qu'il a quand même un rapport. Et c'est vrai ce que tu dis. Et moi, ça m'intéresse d'autant plus que je trouve qu'il y a une transformation qui s'opère. C'est pour ça que j'ai appelé ma pièce d'ailleurs Évangile. Je pense que
à partir de Chartres et de l'entrée en résistance, à partir de cette première tentative de suicide, il est un homme en sursis, et puis il découvre un certain nombre de choses, et sa personnalité change. Tout à fait. Et il voyage en 3e classe. Y compris, par exemple, sur... Pour des raisons de sécurité aussi. Oui. Non, mais aussi sur des choses comme, par exemple, tu évoques les caricatures pour ce journal d'extrême droite, il y a beaucoup de gens qui l'ont accusé, a posteriori évidemment, d'avoir fait des caricatures à un moment donné antisémites. Et je crois que la fréquentation d'Antoinette Saxe a joué dans l'évolution de son rapport aussi aux Juifs, probablement. Oui. Encore qu'Antoinette Saxe est aussi un phénomène, puisque sa sœur... Elle était du côté plutôt Vichy, puisque sa sœur était carrément la maîtresse de Groussard. Oui, mais Groussard, il est arrêté par Vichy et il fait un réseau. Oui. En 41, à partir de 41. Mais dans un premier temps... il est un des hommes de Pétain, mais il est Pétain anti-allemand. Oui. Il est pétiniste anti-allemand. Tu veux dire qu'il est plus résistant que François Mitterrand, quand même, finalement. Bon. No comment. Bon, oui. Enfin, alors, et puis je voudrais revenir sur... Il n'a pas besoin d'argent parce qu'Antoinette en a. Antoinette en a, voilà. Elle peut lui en prêter. Oui, elle peut lui en prêter. Bon, enfin, en tout cas, les rapports avec Antoinette sont... En tout cas, tout à fait passionnants. Il a absolument raison. N'oubliez pas que Jean Moulin, son père était professeur, il n'était pas agrégé, la mère ne travaillait pas, ils avaient quelques terres, mais ils n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient pas d'argent. Et Jean Moulin, il fréquentait des préfets, il fréquentait aussi des industriels, il fréquentait par exemple Maurice Ravel, il fréquentait des ministres, des hommes politiques, et il se sentait petit. De même qu'il se sentait petit parce qu'il n'avait pas fait Sciences Po, ce que toi tu as fait, ou qu'il ne sortait pas de l'école normale supérieure. Bon. Mais... il y a aussi ce rapport, enfin tu dis, tu vois, évangile, bon, pas de religion. En même temps, moi, ça m'a frappé aussi quand on a rencontré la cousine Suzanne, votre tante, parce que elle a eu ce mot, la mère de Suzanne avait dit à Jean Moulin, mais tu n'es pas obligé, comme tu ne crois pas en Dieu, c'est pas la peine que tu viennes assister à la messe de la communion de la petite, tu as qu'à arriver pour le repas après, etc. Et Jean Moulin a répondu la chose suivante: lorsqu'on est invité à une fête, il faut y faire honneur en assistant à toutes les cérémonies. Bien sûr, voilà. Il est allé à la messe du matin et à la grand-messe. Et puis je crois aussi par rapport à sa mère, parce qu'on est tous un peu comme ça. D'ailleurs, c'est le cas de notre jeune président aussi, je crois. La mère de Jean Moulin, Blanche Pegg, était une femme plutôt croyante. Hein, oui, bien sûr, mais... C'était une catholique fervente, et son père, lui, était plutôt franc-maçon. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens ne sont jamais complètement noirs et blancs. On a dit, par exemple, que Moulin, ou que le père de Moulin, en effet, était un laïcard, homme de gauche qui s'est défendu, enfin qui a lutté notamment à Béziers pour faire ériger une statue. Oui, mais enfin, c'était l'époque aussi. Hein. C'était l'époque aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que cet homme qui est présenté comme membre de la Ligue des droits de l'homme, Antonin Moulin, le père de Moulin, qui est un homme plutôt de gauche, engagé à gauche, etc., quand même écrit à un moment donné un livre sur Fouché. Et d'ailleurs, Jean Moulin va faire des recherches lui-même à Paris pour l'aider à écrire cette biographie de Fouché. Et on ne peut pas dire vraiment que Fouché soit un homme de gauche, c'est même le symbole du contraire, c'est vraiment un homme de droite. Oui, mais il avait épousé une fille de Saint-Andiol, donc ça comptait pas. Oui, mais, oui, d'accord. Enfin, tu vois, c'est pour ça, oui. Moi, parce qu'on est touché quand on lit quand même que... Moulin est une intelligence magnifique et c'est une intelligence ouverte. Voilà. Alors, je voulais aussi revenir sur un point que tu as évoqué. Tu dis, c'est vrai qu'il a été très clandestin au moment où il a été chargé de livrer aux républicains espagnols les avions de la France. C'est une chose qui est quand même pour moi, un peu énigmatique, puisque finalement, le général de Gaulle a refusé de recevoir Pierre Cot. Pierre Cot a fait des pieds et des mains pour être reçu par de Gaulle, vraiment. Enfin, non, mais attends. Il a même dit qu'il était prêt à balayer devant Carlton Gardens C'était en été 40. Moulin, de Gaulle
il est entouré en été 40, disons, de jeunes qui viennent, qui ont l'âge de Charles qui est là, des gens qui n'ont même pas le bac. Et puis, il y a la majeure partie des cadres militaires qui sont là, qui sont Action française. Et il y a le vieux René Cassin qui est là, qui est radical franc-maçon. À partir de 1942, eh bien, le BCRA et Londres, l'équipe de Gaulle, est truffée de gens de la SFIO. Et à ce moment-là, de Gaulle écrit à Cotte en lui disant vous conduisez votre action et je salue votre action. D'accord, mais mais de Gaulle, à ce moment-là, il ne peut pas se le permettre. Oui, mais il a refusé de le recevoir. Il a refusé. Il a refusé de recevoir Pierre Cotte pour cette raison-là. Or, à mon avis, il me semble que de Gaulle, peut-être, ne savait pas exactement le rôle que le chef de cabinet de Pierre Cotte, à l'époque, avait joué dans la livraison de ces avions. Parce que ces avions... Si, il était au courant de ça, tu penses? Quand on n'est pas encore arrivé là, je n'ai pas fini mon portrait. D'accord. Mais je finis mon portrait. Mais quand de Gaulle reçoit Moulin, il y a un rapport de l'intelligence service, des services anglais, et Dieu sait qu'ils sont solides, et puis il y a le général de Boissieu qui est de Chartres. Est-ce que on sait le rôle... Je vais y revenir. Mais comment est-ce qu'on peut le savoir? Parce que Moulin lui-même lui a dit. Mais ça, c'est avéré, ça. Non, je vais y venir. Alors, je voudrais terminer un autre aspect sur cet homme. Donc, je vous dis, il a été artiste, il a été collectionneur, il a eu une très belle galerie. Dans cette galerie, il y avait des Picasso, il y avait des Toulouse-Lautrec, il y a eu des Monet, des Renoir. Ça a duré quelques mois, mais ils ont vendu de très beaux tableaux. Non, mais là, tu parles de la galerie de Nice. La galerie de Nice. Oui. Et lui-même avait une collection de tableaux qu'il a commencé d'acheter à partir du moment où il était dans un cabinet ministériel et puis préfet. Et puis pendant la guerre, hélas, il y a des toiles qui, on sait trop pourquoi, ne valaient pas très cher, puisqu'elles avaient été volées à des Juifs. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que Moulin est un homme qui a énormément travaillé au point de vue intellectuel et on ne le sait absolument pas. Ça n'a jamais été indiqué. Or, j'ai retrouvé des notes de lecture. C'est un homme qui se cultivait de façon très méthodique. Par exemple, à un moment donné, il étudie le petit recueil Le spleen de Paris de Baudelaire. Et il lit la préface et il lit Thibaudet, le critique, qui dit il s'est inspiré des poésies de Joseph Delorme de Sainte-Beuve. Et il se met à lire Sainte-Beuve. Et il dit dans Baudelaire, il y a l'angoisse de Pascal. Et il lit Pascal. Et puis il y a la réflexion de Montaigne. Et Moulin, avant de partir en Angleterre, de retourner en Angleterre, doit attendre 8 jours dans un château. Et dans la bibliothèque, il y a un Montaigne ancien. Et il lit Montaigne. C'est un homme qui, et j'ai vu ses notes, je vais publier ses notes de lecture, c'est un homme qui se cultive énormément. Alors, il y avait un complexe parce qu'il n'avait pas travaillé au lycée et qu'il était environné de cerveaux. Et puis, vous savez, quand vous êtes sous-préfet à Albertville ou à Châteaulin, dans les années 20-30, les émissions de télé, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors, il faut faire quelque chose. Et il lit énormément et systématiquement, et il se cultive énormément. Alors, je voudrais le dire parce que Moulin avait des capacités intellectuelles, on s'en est aperçu quand le père Moulin faisait le livre sur Christian Fouché, et Moulin est allé à la Bibliothèque nationale, aux archives nationales consulter les documents originaux, et chez les marchands d'autographes, ça c'est quand même pas mal, chez les marchands d'autographes, pour trouver des documents originaux. Donc, il aurait pu être un intellectuel s'il avait voulu. Bon, il y avait mieux à faire, heureusement. Alors, je voudrais également vous dire que c'est un homme qui a aimé passionnément la vie. Passionnément la vie et qui a beaucoup aimé sa famille. Vous comptiez sa famille beaucoup, beaucoup pour lui. La dernière lettre, c'est une lettre à sa mère pour la rassurer, juste à la veille de l'arrestation. Et puis aussi,
il a beaucoup aimé les femmes et les femmes l'ont beaucoup aimé. Je vais publier les lettres, elles sont en foule, et pourtant Dieu sait que votre tante Laure a dû en éliminer beaucoup. Donc c'était, comme disait un cinéaste qui est venu tourner un film ici, l'homme qui aimait les femmes. Bon, mais c'est de l'anecdote, mais ça faisait partie de son amour de la vie. Ça faisait partie de son amour de la vie. Alors, nous divergeons un peu là-dessus. Beaucoup, mais moi j'ai les documents, toi tu as l'intuition de l'artiste. Bon, alors, c'est un personnage qui est complexe parce qu'il y a à la fois le personnage solaire et puis il y a une inquiétude certainement qui a dû s'accentuer avec le contact de la mort qu'il a eu à Chartres. Lorsqu'à Chartres, on l'a jeté, assommé sur un cadavre de femme auquel on avait coupé les jambes et la tête. Ça a été absolument terrible pour lui et on le retrouve dans des détails qui montrent que le sang était devenu horrible pour lui. Moulin a tenté de se suicider le 17 juin 1940. En 1943, il ne s'est pas suicidé. Et il avait dit, je ne sais pas si j'aurai le courage de le refaire. Alors, il avait bien préparé son arrestation. Personne ne savait qu'il était Jean Moulin. Quelques-uns savaient qu'il était Max, mais personne ne savait qu'il était Jean Moulin. Il était Jacques Martel. Il y avait une personne qui le savait, c'était Antoinette Saxe. Et il avait dit, vous ne faites rien pour moi. Je m'en tirerai tout seul. Et il n'a pas parlé. Mais il savait que c'était... Un jour, on lui a montré un article sur la déportation et il a dit à Suzette Olivier, espérons qu'ils nous fusilleront avant. Donc il y avait certainement une forme de pessimisme chez lui. Bon, j'en ai fini sur le portrait qui est bien incomplet. Et alors, si vous voulez, on va arriver à cette question d'arriver à Londres. Alors, je vais vous dire, moi, ce que je sais. D'abord, ça a été très, très dur pour lui pour arriver à Londres. Il a mis pratiquement 9 mois pour avoir des visas, pour sortir, puis pour pouvoir... Il a attendu 1 mois à Lisbonne. Quand il est arrivé, les Anglais, les services spéciaux l'ont passé à la moulinette pendant 3-4 jours, mais ils avaient promis à De Gaulle qu'ils ne le garderaient pas. Et il a été reçu par Passy le 23 octobre et puis le 25 par De Gaulle. Et là, on n'a aucune information de la part de De Gaulle. On a des informations par la famille des Hondy. Par exemple, le beau-fils, le gendre de De Gaulle, le général de Boissieu, était de Chartres. Et la mère du général de Boissieu avait un château. Et le château avait été pillé par les Allemands. Et quand de Boissieu est arrivé à Londres, il a parlé de l'attitude héroïque du préfet Moulin. Alors, on a d'autres informations aussi, ce qu'a dit Laure, ce qu'a dit Antoinette et ce qu'a dit Manès. Alors, il leur a dit, De Gaulle, il est grand de toutes les façons. Et il a dit à Manès et à Meunier, parce que De Gaulle, quand Moulin part à Londres, il ne sait pas s'il va s'orienter vers les Anglais ou vers la France libre. Plutôt vers la France libre, mais il hésite un peu. Quand les Anglais... C'est pas ce que dit De Gaulle dans le passage que je viens de lire. De Gaulle dit ce qu'il arrange. Quand les Anglais le relâchent, ils lui font des offres. Et il dit, nous allons voir avec les gens de la France libre, ne perdons pas de temps en discussion. Bon, il penchait du côté de Gaulle, c'est ce que dit Antoinette. Mais il y avait un point sur lequel il était très réticent, c'était est-ce que De Gaulle est républicain? Et De Gaulle lui a donné des assurances. Et il a dit, il va libérer la France et il va reconstituer, il va restaurer la République. Et alors De Menthon, qui était un chrétien progressiste, un démocrate chrétien, lui a dit, est-ce qu'il est démocrate? Et alors,
Moulin a dit ça, je ne peux pas vous dire s'il est démocrate, mais en tout cas, il est républicain. Et alors, il a insisté sur ce point de vue-là, il a insisté sur cet aspect. Et à partir de ce moment-là, il s'est engagé à fond. Et il y avait des points communs. Je vous l'ai dit, la question de la guerre d'Espagne, la question de l'État, la question de la République. De Gaulle était républicain. Il paraît que le père de De Gaulle était plus ou moins monarchiste, mais De Gaulle était républicain, était un adepte de la République. Il y avait une conception également sociale. Cette histoire de l'État arbitre entre les classes sociales, cette nécessité de justice sociale, qui va réapparaître dans les dernières années de De Gaulle, qui réapparaît dans le programme national de la du Conseil national de la résistance, que De Gaulle a mis en œuvre. Quand même, les nationalisations, les comités d'entreprise, la sécurité sociale, c'est De Gaulle. Et ils se rencontraient là-dessus. Ils se rencontraient également sur une certaine vision de l'évolution de l'Empire français. Et puis, il y avait des passerelles. Le père Moulin, Antonin, il est prof de lettres classiques et d'histoire. Le père de Gaulle, il est prof de lettres classiques et d'histoire. C'était des hommes de culture. Et il y avait comme ça des choses entre eux. Et puis, il y a eu une séduction mutuelle, il y a eu un coup de foudre, incontestablement. Alors, puisqu'on en est là, je voudrais justement citer un passage de la pièce que vous verrez pour certains d'entre vous demain, sur cette première rencontre de Gaulle et Moulin, puisque, en effet, nous n'avons pas de compte-rendu. Les historiens ne disposent pas de compte-rendu des rencontres entre De Gaulle et Moulin, ce qui est quand même extraordinaire, parce que c'est du coup un matériau extraordinaire pour un auteur dramatique, puisque le théâtre consiste à combler les vides de l'histoire parfois, et justement, moi pendant des années, même des décennies, en passant devant Carlton Gardens, je me disais un jour il faudra que tu arrives à écrire le texte de cette première rencontre entre De Gaulle et Moulin. Voilà. Et donc pendant longtemps j'ai cru que je n'y arriverais pas, et puis c'est grâce à Madame Filippetti finalement qui m'a viré de Montpellier que j'ai eu beaucoup de temps devant moi, soudain, et je me suis mis à tu vois, quelque chose, malheur est bon. Alors je voulais revenir sur cette idée de la République, puisqu'en effet on constate que dans les adresses de De Gaulle à la BBC, eh bien il parle de la France, jusqu'au jour où il rencontre Jean Moulin, et là il parle de la République. Donc, c'est dire à quel point, je veux dire... Moins d'un mois après, oui. C'est-à-dire que ça l'a frappé. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit notamment ce passage dans cette scène de rencontre entre Moulin et De Gaulle, où De Gaulle lui pose la question suivante. Il dit, parce que Moulin lui dit, soit, alors disons la République, nous devons tout à la République, cette brave fille d'un siècle et demi, c'est notre mère. De Gaulle, vous connaissez ce portrait en pied de Louis XIV par Hyacinthe Rigaud. Moulin, celui de Versailles. De Gaulle, celui-là même. Louis le Grand l'a tellement aimé qu'il l'a gardé à Versailles, en effet, alors qu'à l'origine il l'avait fait peindre pour l'offrir à son petit-fils qui était roi d'Espagne. Passons. Vous avez vu que sur ce portrait, le roi a une épée au côté gauche. Moulin, une grande épée. De Gaulle, c'est l'épée de Charlemagne. 800 ans séparent Louis XIV de Charlemagne. La France, c'est ce fil-là, monsieur, le fil ininterrompu de l'épée de Charlemagne qu'arbore Louis XIV. C'est ce fil qui relie chaque fils et chaque fille de France à l'origine du pays de France, aux ancêtres qui cultivaient sa glèbe, ce fil dont une extrémité se perd dans le début des temps et dont l'autre bout se retrouve dans le cœur de chaque petit enfant de France qui vient au monde. Ce fil qui nous anime et nous nourrit, qui nous donne notre électricité et qui nous relie au lointain de notre histoire, la République n'est qu'un poteau de plus pour soutenir ce fil lancé dans la campagne. Voilà ce que dit le général de Gaulle dans cette analyse de l'épée de Charlemagne dans le portrait, mais en effet, c'est assez... Parce que, sans arrêt, si vous voulez, quand on écrit une pièce de théâtre qui est en effet une fiction historique,
Mais c'est autant une fiction historique, si vous voulez, que quand Racine écrit Britannicus à propos du règne de Néron, il y a quand même quelques éléments réels dans cette histoire. Il y a beaucoup de... Enfin, Racine dit lui-même, il n'y a pas un trait que Tacite ne m'a donné, ou quelque chose comme ça. Mais je parlais de la tienne. Oui, non, mais la mienne aussi. Il y a quand même beaucoup d'éléments de réalité. Et je dis souvent à mes acteurs, vous savez, il y a à peu près un livre sous chaque mot de cette pièce. Donc, c'est quand même très... Voilà. C'est-à-dire cette idée de... la question qu'on se pose quand on écrit, quand on décide d'écrire une œuvre pour magnifier un personnage historique, c'est qu'est-ce qui se serait passé si ces hommes-là n'avaient pas existé, finalement. C'est-à-dire que, est-ce que vraiment ils sont si indispensables que ça? Et vraiment, dans le cas de Jean Moulin, comme dans le cas du général de Gaulle, le cours de l'histoire de France n'aurait pas été le même si ces hommes-là n'avaient pas existé. Voilà. Oui. Alors, je lui coupe la parole pour l'approuver. Vous savez, on pense que De Gaulle, c'est un bloc. C'est pas vrai. De Gaulle, c'est un tacticien, c'est un homme qui écoute beaucoup, c'est un pragmatique. À l'Algérie, il a prouvé, ça, c'est sûr. Quand Moulin arrive à Londres, et ça, nous le savons pas par De Gaulle, ni par Moulin, nous le savons par les comptes rendus des services secrets anglais. De Gaulle et Passy pensent que la résistance française, il y a des agents de Gaulle en France. Il y en a une quinzaine. Ce sont des gens qui font du renseignement. Ils pensent, De Gaulle et Passy pensent que la résistance française, c'est bien pour 3 raisons. D'abord, parce qu'on a du renseignement et on peut payer les Anglais. N'oubliez pas qu'à l'automne 1940, les Anglais s'attendent à ce que l'Angleterre soit envahie par les Allemands et ils ont besoin de gens qui surveillent les mouvements de troupes et les sous-marins anglais, la flotte allemande. Ils en ont besoin. Alors, le renseignement, la propagande et puis quelques actions de sabotage bien ciblées, en particulier les sous-marins. Et il y a eu effectivement des choses absolument spectaculaires. Mais De Gaulle et Passy, De Gaulle et ses conseillers, il n'est pas tout seul, De Gaulle, il ne pense pas tout seul, ne croient absolument pas au rôle militaire que peut jouer la résistance. Or, quand Moulin arrive, il arrive avec un rapport dans lequel il fait la synthèse de toutes les informations qu'il a recueillies sur la résistance, celle de Vichy, on parlait du colonel Groussard, qui va par la suite lâcher Vichy, partir en Suisse et travailler avec les Anglais, celle du général Cochet, que Pétain fait assigner en résidence et puis qui ensuite va rejoindre l'action clandestine, celle des communistes. En 1941, les communistes, ça commence. Ils font énormément d'actions directes. Ils font énormément d'assassinats d'officiers dans les rues à Paris. Et puis celle des premiers mouvements avec lesquels Moulin a le contact, à savoir ce qui est combat et ce qui va être libération. Et attends, je termine. Ça c'est très important. Et alors, il explique ça. Or, et c'est le 25 octobre, la première rencontre. Et le 5 novembre, De Gaulle fait un ordre de mission pour Moulin, parce qu'il pense qu'il va repartir tout de suite, puis il n'y a pas eu d'avion, et ça a traîné 2 mois, dans lequel il dit il faut unifier ces mouvements pour faire une armée secrète pour le jour du débarquement. C'est-à-dire qu'il change complètement sa vue de l'action en France. Et là, sur ce plan-là, on voit l'influence de Moulin. Il n'y a pas eu que Moulin, il y a eu également Christian Pineau, l'action à propos du syndicalisme et des réformes sociales. Oui. Et il y a un autre point, je le souligne, c'est beaucoup plus tardif. En août 1942, c'est Moulin qui tire la sonnette d'alarme à propos des persécutions antisémites. Il envoie des rapports à Londres et il charge Bidault
de prendre contact avec l'Église de France, avec l'aile résistance de l'Église de France, pour organiser le sauvetage des enfants juifs. C'est une chose qu'on ne sait pas encore. Je vais publier la lettre de Bidault, C'est passionnant, où Bidault est chargé de prendre contact avec Monseigneur Saliège à Toulouse, avec le pasteur Beugner, et avec également des hommes politiques, avec Léon Blum. Ils étaient rares, les prélats qui étaient... Et il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait 3. De Gaulle a dit, vous avez 3 évêques en France. Voilà. Et il aurait voulu faire venir Monseigneur Saliège, Monseigneur Théas et le Père Chevreau à Londres. Et puis, ils n'ont pas voulu lâcher leurs ouailles, et ils ont eu raison. Alors, ce que je voudrais dire... Donc, vous voyez l'influence de Moulin sur De Gaulle. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que, pour compléter ce qui vient d'être dit, il y a quand même 2 coups de bluff. Ces 2 hommes qui font 2 coups de bluff extraordinaires, ils se retrouvent là-dedans, à mon avis, quand ils se rencontrent. De Gaulle, quand même, arrive à Londres, il est sous-secrétaire d'État à la défense d'un gouvernement qui n'existe plus, et il dit « la France, c'est moi ». Il faut quand même le faire. Bon, je veux dire, si bien qu'il dira tout le temps que c'est d'ailleurs la thèse, c'est étonnant d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup reproché récemment à Marine Le Pen de revenir sur le fait que le déshonneur l'antisémitisme, le déshonneur de la France, c'était Vichy et pas la France, mais c'est un peu la thèse du général de Gaulle, c'est même totalement la thèse du général de Gaulle pendant longtemps. Lui dit, la France, c'est moi. C'est les Français libres, c'est pas Vichy, c'est déshonorant et c'est déshonoré. Donc, coup de bluff de Gaulle là-dessus, la France c'est moi, mais coup de bluff de Moulin aussi quand il arrive à Londres, il dit je représente les 3 mouvements de résistance de la zone sud, alors qu'il les a rencontrés, mais au moment où il arrive devant De Gaulle, il ne les représente pas vraiment. Voilà. Et De Gaulle, à mon avis, lit dans son œil que c'est un peu branlant cet effort. Alors moi, ce que je voudrais passer maintenant à 2 autres parties, enfin une première partie, une dernière partie. La première partie qui m'intéresse absolument, c'est le rôle, justement, ou l'alliance de Gaulle et de Moulin sur la question des partis politiques en France, puisque notre jeune président est en train de dynamiter actuellement ce qui restait de la plupart des partis politiques. Oui, mais enfin, oui, mais tu sais, attends, si j'écris une pièce historique sur Jean Moulin, c'est comme disait Brecht, c'est qu'il faut utiliser l'histoire pour en tirer des leçons pour aujourd'hui aussi. C'est-à-dire que la recomposition à laquelle on assiste ne cesse tous de nous interloquer depuis plusieurs jours quand même. On est dans une phase où il n'y a pas eu peut-être de recomposition pareille de la vie politique française, peut-être depuis la Libération. Enfin, je ne sais pas, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire à laquelle on assiste. Donc je voudrais parler des partis politiques. Et enfin, je voudrais parler dans la dernière partie, si tu veux, du rôle de Gaulle. Est-ce que, au moment où Moulin est arrêté, est-ce que De Gaulle n'aurait pas pu faire plus? Voilà, je voudrais qu'on termine là-dessus. Donc, sur la question des partis, je voudrais lire cette page que je trouve absolument, enfin, qui est la suite de ce que je vous ai lu tout à l'heure, donc dans les mémoires de guerre, l'appel, sur le... Elle se rapporte à quand il rencontre Moulin, donc en octobre 1941. Étant donné le caractère de représentation et non point de direction que je voulais voir prendre à ce futur Conseil de la Résistance, en effet, je ne comptais pas en exclure les partis. Qu'il y en eût, c'était inévitable. À mon sens, d'ailleurs, nos malheurs étaient venus non de leur existence, mais du fait qu'à la faveur d'institutions de décadence, ils s'étaient abusivement appropriés les pouvoirs publics. Aussi, tout en leur réservant leur place, n'entendais-je pas qu'à présent ils s'emparassent de la résistance. Celle-ci, au demeurant, ne procédait aucunement de leur esprit, ni de leur action, puisque tous, sans exception, avaient défailli au moment décisif. Mais, foudroyés hier par le désastre, ils commençaient maintenant à se ressaisir. Certains de leurs éléments, tout en adhérant au mouvement de résistance, se regroupaient, d'autre part, dans les cadres d'autrefois. Il est vrai que n'ayant plus de clientèle à flatter, de combinaisons à pratiquer, de portefeuilles à marchander, ils croyaient et donnaient à croire qu'ils retournaient aux nobles sources d'où ils étaient originaires.
Volonté de justice sociale, culte des traditions nationales, esprit de laïcité, flamme chrétienne, leurs organisations respectives, profondément épurées, ne voulaient rien, semblait-il, qu'apporter à la lutte une contribution immédiate en mobilisant telle ou telle tendance de l'opinion. Celle-ci, d'ailleurs, redevenait quelque peu sensible au savoir-faire de ces groupes familiers, d'autant plus qu'ils reniaient leurs erreurs. Enfin, les Alliés ne laissaient pas d'être attentifs à l'attitude des hommes des partis. Pour construire l'unité française, il y avait là des faits que je ne pouvais méconnaître. Je donnai donc à Moulin l'instruction d'introduire, le jour venu, dans le conseil à former, les délégués des partis, à côté de ceux des mouvements. Alors, dernière lecture, c'est donc 18 mois plus tard, lorsque je veux juste finir là-dessus. Oui, mais on va en parler après cette lecture. Donc c'est De Gaulle qui, dans plusieurs centaines de pages plus tard, parle du jour où on lui apprend que Moulin a été arrêté. Le 9 juin, quelques jours après mon arrivée à Alger, notez bien la phrase, le général de Lestrin avait été arrêté à Paris. La mise hors de combat du commandant de l'armée secrète risquait d'entraîner la désorganisation des éléments paramilitaires au moment précis où leur chef commençait à les unifier. Aussi Jean Moulin crut-il devoir convoquer à Caluire, le 21 juin, les délégués des mouvements pour régler avec eux les mesures nécessaires. Or, ce jour-là, au cours d'une opération menée par la Gestapo, et pour le moins étrange quant aux indications de temps, de lieu et de personnes sur lesquelles elle s'était déclenchée, mon délégué tombait lui aussi aux mains de l'ennemi avec ceux qui l'entouraient. Il devait quelques semaines plus tard mourir à force de torture. La disparition de Jean Moulin eut de lourdes conséquences. Il était de ceux qui incarnent leur tâche et qu'à ce titre on ne remplace pas. Le seul fait qu'il n'était plus là entraînait un trouble profond dans le fonctionnement des services, liaison, transport, répartition, information, etc., qu'il dirigeait personnellement. Or, c'étaient ces services qui faisaient un tout cohérent de l'action de la résistance. Mais surtout, cette décapitation devait avoir des suites politiques et dresser devant l'unité d'importantes difficultés. Non certes que les sentiments des combattants en fussent influencés, pour la masse de ceux-là, les organismes divers qui s'occupaient de les inspirer étaient quasi inconnus et les hommes qui en faisaient partie le plus souvent anonymes. Moralement, dans la lutte clandestine, c'est à De Gaulle qu'on se rattachait. Mais au plan des comités, des influences, des chefs d'équipe, des mots d'ordre, les choses n'étaient pas aussi simples. Si les éléments politiques consentaient dans une certaine mesure à faire au plus fort du combat abstraction de leurs ambitions, ils ne s'en dépouillaient pas, au moment surtout où ils entrevoyaient, avec la fin de l'épreuve, l'occasion du pouvoir. La personnalité de Moulin, déléguée et appuyée directement par moi-même, avait pu les réunir et les contenir. Lui, mort, certains allaient être portés à jouer plus activement leur jeu. Ce serait d'abord le cas des communistes. Ils le feraient notamment à l'intérieur du Conseil national de la résistance, visant à y acquérir la prépondérance de fait et d'autre part à lui donner la figure d'un organisme souverain, théoriquement rattaché à mon gouvernement, mais qualifié pour agir de son côté et pour son compte. Il serait alors possible d'utiliser le Conseil pour mener sous son couvert telles activités, mettre en place telles autorités, formuler tel programme et peut-être saisir tel pouvoir, grâce auquel, dans le bouleversement de la libération, les lendemains pourraient chanter enfin. Si j'avais été en mesure de nommer sans délai le successeur de Jean Moulin, et si mon nouveau mandataire avait pu lui aussi s'imposer personnellement, il eût pris la tête de ma délégation et la présidence du Conseil national. La dualité que certains cherchaient à créer ne se serait pas produite, mais les circonstances m'empêchèrent de trouver aussitôt celui qu'il fallait. Voilà. Donc je voulais arriver jusqu'à la fin, parce que donc je voudrais que tu nous dises un mot de ce qu'a été, et pour De Gaulle et pour Moulin, le point de vue par rapport au mouvement de la résistance et à la recomposition qu'a suscité la libération du territoire, le rôle des anciens partis, qui avaient failli, donc, oui, comme dit De Gaulle. Alors, il y a une chose qui est très étrange, c'est que De Gaulle, qui est plutôt d'inspiration Action française, qui devrait être hostile au parti, c'est lui qui a demandé à Moulin d'introduire les partis. Or, la mission que Moulin avait reçue, c'était d'obtenir l'allégeance, je dis bien l'allégeance, de tous les mouvements à De Gaulle.
et il les finançait. L'allégeance des syndicats, la France libre a financé la CFTC et la réunification de la CGT, ce qui était la scission FO-CGT, il a financé la réunification. De Gaulle a fait financer via Jean Moulin la renaissance du Parti socialiste. Qui s'appelait d'abord le CA. Donc le CA, le Comité d'action socialiste de Daniel Meyer. Or, Moulin avait été très secoué par l'abdication des partis au moment de Vichy. Il ne voulait plus entendre parler des partis. Il voulait bien rencontrer, et on va publier des lettres qui vont dans ce sens, il voulait bien rencontrer tel élu socialiste parce qu'il intervenait dans la résistance, il le recevait en tant que résistant, il acceptait un contact avec lui, mais pas en tant que parti socialiste. Et De Gaulle le lui a imposé. Moulin est un délégué, il est le représentant, il est un préfet, il obéit à son patron. De même, mission de unifier les mouvements. Or, Moulin, pour des raisons pratiques, tenait pas tellement à l'unification des mouvements, il voulait bien l'unification sur le plan militaire, mais parce qu'il préférait avoir 3 ou 4 interlocuteurs différents en face de lui, plutôt qu'ils se regroupent et qu'ils se dressent contre lui, ce qui s'est passé. Bon, ça c'est un premier point. Alors, la fin de Moulin, comment l'expliquer? Bon, d'abord, il y a eu un truc absolument énorme, c'est qu'en février 1943, au moment où De Gaulle confie à Moulin l'ensemble de l'Hexagone, la représentation et le contrôle de la résistance sur l'ensemble de l'Hexagone, au moment où il le fait compagnon de la Libération, il le fait en quelque sorte ministre, il va devenir commissaire national en mission. À ce moment-là, Laval prend le décret du STO, c'est-à-dire que les jeunes français doivent partir travailler en Allemagne. Et ils ne veulent pas partir. Mais pour vivre clandestinement en France, il faut faire des maquis, ou alors il faut se cacher, il faut avoir de l'argent. Et les Anglais ne veulent pas financer. De Gaulle insiste, mais les Anglais ne veulent pas. Ils ont peur d'une révolution en France. Et à ce moment-là, les mouvements sont exaspérés, et ils ont raison. Ils sont exaspérés contre Londres. Les communistes en particulier. Les communistes veulent faire de l'action directe. Il n'y a pas que les communistes. Il y a un groupe résistant extrêmement important, qui est l'OCM, qui veut faire de l'action directe. Il y a Combat qui en veut à De Gaulle d'avoir désigné de Lestrin comme chef de l'armée secrète, donc il y a Freinet. Tous ces gens-là laminent Moulin. Et ils vont demander à De Gaulle de rappeler à Londres le délégué général. Au moment où Moulin est arrivé, est arrêté, les 2 plus grands résistants français, Freinet et Dastier, sont à Londres pour demander que Moulin soit limogé. C'est ça la réalité. Et De Gaulle, lui, il est à Alger, il est en prise avec la concurrence de Giraud et il laisse courir. Alors, tu m'accorderas que c'est bien la thèse que je présente dans ma pièce. Voilà. Il laisse courir. Tu es d'accord sur certaines choses, quand même. Sur beaucoup. Il laisse courir, il ne peut pas contrôler tout. Alors, il y a également la Gestapo qui s'affole parce que les services spéciaux de Londres, les Anglais et les Américains, font courir le bruit qu'il va y avoir un débarquement en Méditerranée. Alors, ils vont surveiller la zone sud et ils vont infiltrer la résistance. Et il y a un type qui infiltre la résistance et qui fera arrêter tout le monde. Un type qui s'appelle Lunel, son pseudo, c'est un chef de la résistance, il a un rôle important, il est le secrétaire du responsable de l'armée secrète
de Marseille et il fait arrêter tout le monde. Le général de Lestrin, et puis Hardy, etc. Puis bon, il y a toutes sortes de choses qui se mêlent. Alors, quand Moulin est arrêté, il y a quelque chose de très triste. C'est qu'il y a un certain nombre de chefs de la résistance française qui se sont frottés les mains. Moulin, on ne l'aura plus sur le dos. Il ne va plus confisquer nos mouvements au profit de Londres. Moulin, c'est l'emmerdeur. Et ils sont débarrassés de lui. Il y a Vichy qui est content. Il y a les Allemands. Ils ont réussi une belle opération. Ils vont avoir de l'avancement. Sauf Barbie, parce qu'il l'a assassiné. Et Barbie, on va lui faire payer. Les Allemands vont lui faire payer cette erreur énorme. Et à Londres, il y en a un certain nombre de gens qui en ont assez de Moulin. Et puis il y a la concurrence de Pierre Brossolette. Hélas, il faut le dire, Brossolette, c'est un résistant, c'est un héros. 2 fois, il se suicide. Il réussit à se tuer la 2e fois. C'est une intelligence remarquable, c'est un penseur, c'est celui qui a conçu le gaullisme idéologique. Mais il veut éliminer Moulin, et ensuite il veut le remplacer. Et De Gaulle n'a pas confiance en lui. Et c'est pour ça que De Gaulle ne le nomme pas. Alors là, je voudrais vous dire une chose assez triste. Tu te souviens des mémoires, des souvenirs de Passy. Passy est dans le bureau quand on apprend à De Gaulle. Et De Gaulle a un moment d'arrêt, un petit silence, puis dit, bon, recommençons à travailler. On lui a annoncé que Moulin était arrêté. Ça veut dire que Moulin, c'était fini. Il a dit, recommençons à travailler. Continuez, il a dit. Continuons. Alors, est-ce que ça veut dire, on a dit, c'est l'indifférence, c'est un monstre? Non. Est-ce que c'est le général ou le chef d'état-major qui a perdu un de ses plus brillants officiers et qui dit, il faut continuer la lutte? J'en sais rien. Mais ce que je peux vous dire, et ça n'a pas été publié, c'est qu'il y a un des successeurs de Moulin pour la zone sud, Jacques Bingen. Il est nommé successeur, c'est un type qui admire beaucoup Moulin. Il a rencontré Moulin à Londres et il a demandé à Moulin à venir le rejoindre. Et il n'arrive que le 15 août. Et dans son premier rapport, il demande à Londres, au plus haut niveau, de faire intervenir le gouvernement anglais pour que les Allemands ne poussent pas l'interrogatoire jusqu'où ils ont l'habitude de le pousser. Et il dit, au point où où en est la guerre, et au point où les Allemands savent ce qu'ils savent, ils n'en prendront pas plus. Donc il faut intervenir. Et l'intervention, elle n'a jamais été faite. Quant aux résistants lyonnais, ils ont mis 3 mois pour libérer Aubrac, et ils avaient 10 jours. Et ils n'ont rien pu faire. Alors, ils ont essayé. Est-ce que tu ne penses pas, pour abonder, je suis tout à fait d'accord avec à 150% avec tout ce qui vient d'être dit, mais je pense que dans la conduite générale de la guerre, je pense qu'en février 1943, De Gaulle est en plein désarroi, puisqu'il pense que Giraud, les Américains veulent lui imposer Giraud, etc., etc. Et donc, il est au bord, en fait, d'être dépossédé de tout ce qu'il a. Donc, il a absolument besoin de la résistance intérieure pour prévaloir aux yeux des Alliés. Alors qu'au moment où Moulin est arrêté en juin, De Gaulle, comme je viens de dire, est passé à Alger, a prévalu sur Giraud. Et finalement, la résistance intérieure française, à ce moment-là, on en a beaucoup moins besoin. C'est-à-dire que je pense aussi que l'élimination de Moulin... je ne crois pas que De Gaulle ait fait tout ce qu'il aurait pu faire, peut-être pour sauver Moulin. On a la certitude... À un moment donné, voilà, c'est ça que je pense. Ils ont Londres a lâché de Lestrin. On avait donné un ordre de mission à de Lestrin, qui était très ferme à propos de l'action directe. Et on l'a lâché... Et il y a une personne qui était commissaire national à l'intérieur, qui a lâché Moulin, et qui lui a dit, mon cher ami, je vais publier les rapports, les lettres, mon cher ami, vous avez trop cherché à unifier, il faut que vous ayez de meilleurs rapports avec les mouvements, etc. Ils avaient besoin des mouvements face à Giraud,
il est parti pour convaincre Roosevelt. Bon. Et ils l'ont lâché. Ils l'ont lâché, bon, c'est comme ça, c'est l'État. De Gaulle, c'était Richelieu, et Richelieu, c'était pas toujours charitable. Voilà. Alors, voilà, on vient de parler pendant 1h30, comme vous avez pu le constater. Je vous propose, pour terminer, de prendre peut-être une ou deux questions de la salle, si vous en avez. Et puis sinon, on se retrouve demain. Voilà. Alors, dites-moi. Il y a une dame en haut. Je salue Frédérique Musolini, qui est la directrice du théâtre Jacques Coeur de Latte, qui accueille le spectacle, donc demain et après-demain. Voilà. Bonsoir. D'abord, je vous remercie beaucoup pour cette phrase que vous avez dit. Les Allemands, c'était le viol des enfants devant les yeux de leurs parents. Vous avez malheureusement oublié de dire qu'en Algérie, les Français, c'est le viol des enfants devant les yeux de leurs parents. Merci pour cette phrase. Mais en vérité, j'avais une question à poser. J'avais la chance d'encore connaître des personnes qui étaient dans la résistance. Et j'avais compris que c'était des personnes qui ont lutté pour la liberté, mais surtout pour sauver des vies des êtres humains. Et ce qui m'a un peu étonnée, comme au début vous avez lu la citation de Gaulle, il a parlé de la lutte pour l'honneur de la France. Est-ce que c'était pour lui et pour Jean Moulin aussi vraiment l'honneur, donc cette valeur un peu floue, ou est-ce que c'était aussi la liberté et le désir de finir la guerre et sauver des êtres humains? Mais c'est-à-dire que pour les hommes comme Moulin ou De Gaulle, je crois que l'honneur n'est pas du tout une valeur un peu floue, si vous voulez. C'était De Gaulle a par rapport à la France une relation quasi charnelle, on pourrait dire. Il a la France chevillée au corps, et Moulin de la même façon. Autrement peut-être un peu, mais ça fait partie de leur point commun. Et beaucoup de gens, encore aujourd'hui, pensent que l'effondrement si vous voulez, de juin 40 est une chose qu'on n'a jamais finalement effacée, d'une certaine façon, que c'est la fin de la France telle qu'elle était, d'une certaine façon. Et dans les 200 pages précédant les passages que je vous ai lus, je vous rappelle que le général de Gaulle passe son temps à essayer d'alerter la France des années 30 sur le fait qu'il faut changer complètement l'armement, qu'on va se faire écraser par l'Allemagne nazie, galvanisée par l'idéologie du surhomme, et qu'en France, personne ne voit rien. Il a plusieurs rendez-vous avec Blum, il essaie par tous les moyens, il publie des tribunes, il publie La France et son armée, il publie en 1935. Enfin, il ne cesse de dire il faut absolument construire des chars, on n'a pas de chars. Enfin, il est pour la mécanisation de l'armée, et à ce moment-là, face à une administration qui ne voit rien. Donc c'est vrai que De Gaulle est un homme qui enfin voilà, je crois que la France, oui, que l'honneur de la France, ça joue bien sûr la liberté. Mais la liberté, c'est d'abord de vivre en paix sur son propre territoire. Si la France est envahie, il n'y a plus rien, quoi. Si vous voulez, parce qu'après tout ce qu'on vient de dire sur les partis politiques, etc., quand je faisais une analogie peut-être un peu légère avec la situation actuelle, si vous voulez, c'est que tout se passait comme aujourd'hui, sauf qu'en plus on était envahi par l'Allemagne. Si vous voulez, donc il y avait les mêmes déchirements, les mêmes rivalités d'hommes et de partis et d'intrigues et de conquête du pouvoir, sauf qu'en plus il y avait les Allemands qui étaient là. Voilà. Donc, parce que le maréchal Pétain n'aurait jamais été élu par l'Assemblée nationale, réunie dans le grand théâtre du Casino de Vichy, si la France n'avait pas été envahie. Là, je voudrais quand même donner un petit correctif à propos de De Gaulle. De Gaulle n'était pas un homme insensible. On le sait parce que
il a écrit plusieurs lettres à votre tante Laure Moulin quand elle a fait publier le livre de Moulin. Et lorsque le maréchal Leclerc est mort, il a écrit à Laure Moulin en lui disant qu'il associait les deux héros dans son esprit et dans son cœur. Or, tous ceux qui ont approché de Gaulle disent qu'il y a très peu d'hommes qui l'a respecté aussi profondément que Leclerc, et auquel il a beaucoup passé, parce que Leclerc n'était pas toujours facile, il était parfois insolent avec lui. Il les a mis sur le même plan. Et je crois que ça, c'est un signe. Et également, le général de Boissieu, qui était le gendre du général de Gaulle, et qui était peut-être le véritable héritier spirituel, plus que l'amiral Philippe de Gaulle, chaque fois que Moulin a été attaqué, il est monté au créneau. Il est monté au créneau et on a la même impression avec celui qui est un peu à l'heure actuelle le porte-parole de Gaulle historique, avec le neveu, avec Bernard de Gaulle. Il y a une énorme gratitude pour Jean Moulin et beaucoup de tendresse, je crois. Alors que de Gaulle n'ait pas demandé à ses lieutenants de réagir, peut-être c'était impossible, peut-être ça ne se faisait pas, on ne marchandait pas. Est-ce qu'il y a une autre question ? Ou est-ce que peut-être je peux finir par cette évocation justement de Philippe de Gaulle ? Pardon, oui, allez-y. Oui, excusez-moi, j'aurais voulu savoir si vous saviez quand est-ce que le général de Gaulle avait changé d'avis à propos des résistants. Oui, justement, vous aviez dit il a changé d'avis, il a décidé d'aider les résistants à mener une contre-attaque. Justement, en quelle année voilà, exactement. Ça, à partir de quel moment il pense à une résistance militaire ? Oui, c'est ça. Exactement, je vous dis, il reçoit le 25 octobre 41 Moulin. Au moment où il le reçoit, il ne pense pas qu'il puisse y avoir une résistance militaire efficace, que la résistance militaire puisse aider au moment du débarquement. Et le 5 novembre, il fait un ordre de mission à Moulin où il insiste pour dire il faut unifier la résistance, séparer l'action propagande de l'action militaire pour constituer une armée secrète qui sera utilisée au moment du débarquement. Donc, une semaine après. Okay. Ce qui prouve que De Gaulle n'était pas un homme fermé dans son orgueil et dans ses certitudes. Et j'avais mal compris, quel était le parti de Jean Moulin ? C'était comme son père ? Alors, Jean Moulin avait adhéré, quand il était à la fac, il avait adhéré aux jeunesses laïques et républicaines, c'était les jeunesses du Parti radical. Ça correspondrait en gros aux radicaux de gauche. Ça n'allait pas plus loin. Alors je voudrais, pour terminer, juste vous lire cet extrait qui est assez émouvant dans le livre de Philippe de Gaulle sur son père. Il aborde une rencontre fortuite avec Jean Moulin un soir. Moulin, par exemple, n'allait et ne venait que la nuit. On ne peut pas l'imaginer en train de se montrer dans la rue ou dans un restaurant londonien. J'ai pu m'en rendre compte moi-même le 31 décembre 1941, donc le soir de la Saint-Sylvestre. J'ai pu m'en rendre compte moi-même le 31 décembre 1941 au soir, à la veille de rejoindre un cours de canon à Portsmouth, un mois avant un stage sur la corvette Roselys en Écosse. Mon père m'invite à dîner de bonne heure dans son appartement du 8 Seymour Place. Il est situé dans un petit immeuble discret où ne descendent que des gens importants qui ne veulent pas se montrer dans un hôtel. C'est là, souvenez-vous, qu'il a rédigé son appel le 18 juin 1940. Sur commande téléphonique, on peut s'y faire servir un repas sommaire. Un peu en avance sur l'heure du rendez-vous, alors qu'il fait nuit, je bute dans l'entrée sur un inconnu qui sort de chez lui. Je m'en excuse. Il me fixe quelques secondes d'un regard très vif, esquisse un sourire, répond par un petit salut de la tête et passe,
sans prononcer un mot. Mon père, qui vient de le raccompagner, me lance aussitôt, la porte refermée sur nous. Naturellement, tu n'as vu personne d'autre que moi, et pas un mot à quiconque de mon visiteur. Je me le tiendrai pour dit. Je vous remercie de...